Radio Frontières, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toute personne qui est immigrationniste, qui n'est pas aujourd'hui, en 2025, là, totalement pour l'arrêt de l'immigration et l'expulsion des OQTF, du plus petit bénévole au plus gros des ministres, est directement responsable des crimes comme le meurtre horrible de Lola, et malheureusement des crimes qui arriveront un jour. Il faut absolument arrêter ça. Je suis avec Marceau et Laurent Amberton, si on peut faire l'angle à trois têtes, mon cher Pierre, s'il te plaît. Et vous pouvez nous appeler au 01 89... au 01 59 58 51 87, code 800 pour leur poser vos questions. Mes chers amis, c'est ça l'actu du jour. L'État m'a censuré, mais pas encore tué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé pour les nouveaux auditeurs, ceux qui viennent d'arriver? Alors, SOS Racisme, que je pense vous C'est bon, fin de l'explication. Ça veut déjà dire beaucoup de choses. Donc nos impôts, parce que c'est une association qui est gavée par l'État, qui est reconnue d'utilité publique pour pratiquer la délation et essayer de bâillonner par tous les moyens la liberté d'expression, d'attenter à l'équilibre judiciaire de ce pays. Moi, je disais déjà dans la France Orange Mécanique, il y a quelques années, que l'antiracisme était le principal complice du crime, parce qu'il faisait tout pour empêcher la manifestation de la vérité. Aujourd'hui, on dit les choses, on a pris au mot, après l'affaire Charlie Hebdo, tout le monde a dit la liberté satirique de la presse doit être totale, intégrale, on doit respecter ça, d'où qu'elle vienne. On les a pris au mot, on a joué ce jeu et ils n'ont pas aimé. Donc ils ont fait pression sur nos vendeurs, nos diffuseurs, le ministère de la Culture. Ils ont déposé une série de plaintes contre nous et le ministère de la Culture nous a retiré notre agrément presse. Donc on perd énormément de points de vente. Et probablement petit à petit la majorité des points de vente, puisque maintenant, ils n'ont plus l'obligation de nous distribuer. Avant, en fait, avec le ministère de la Culture et le CPPAP, voilà. Vous aviez les points de vente avaient l'obligation de diffuser la Furia. C'est ça. Et qui vendaient très bien, justement, en kiosque grâce à ça. Et maintenant que vous avez perdu cette accréditation du ministère de la Culture, ils n'ont plus cette obligation. Voilà, c'était une manière de protéger justement la pluralité de la presse, parce que quand SOS Racisme faisait pression, les vendeurs disaient écoutez, vous êtes bien gentil, mais c'est une obligation. Là maintenant, il n'y a plus l'obligation, et on sait très bien que les intimidations comme ça sur des individus non habitués qui ne sont pas engagés politiquement ont des répercussions. Et on le voit, on a perdu déjà des centaines de points de vente. Donc économiquement, c'est un attentat administratif, clairement. Ça veut dire que là, ce numéro, si il n'est pas, la perte qu'on a dans les kiosques n'est pas compensée par l'abonnement, ce numéro sera le dernier. Donc le seul moyen de soutenir aujourd'hui La Furia, c'est de s'abonner massivement au magazine La Furia sur le site internet lafuria.fr. C'est ça. Pour contrebalancer la perte des points de vente et les autres avantages qu'on pouvait avoir avec l'agrément, quoi. Donc par exemple, vous n'avez plus non plus la réduction des frais postaux, qui pour la presse est vitale, c'est-à-dire d'avoir un tarif préférentiel. Tous les journaux de France ont un tarif préférentiel avec la Poste, parce que sinon ça nous coûterait trop cher. Vous imaginez si vous voyez le prix d'une enveloppe timbre vert que vous payez vous déjà, alors imaginez si pour envoyer des magazines de 500 grammes, vous deviez payer plein tarif. Le Mac, faudrait le vendre 25 € et non pas 14,90. Ça, juste un truc sur l'équilibre de la presse. En France, on sait très bien que on ne gagne pas d'argent avec la presse. C'est un truc pour milliardaires, ou voilà, pour un joujou pour milliardaires, où il faut le sponsoring de l'État. On doit être ultra dépendant de l'État. Nous, on a essayé de refuser ça. On refuse les aides à la presse. Mais si on perd à la fois la TVA et à la fois les frais postaux et à la fois un grand nombre de ventes en kiosque, on était déjà à la limite des limites. Là, clairement, c'est la fin. L'objectif du ministère de la Culture, c'est de vous tuer financièrement. C'est ça, ou plutôt de nous faire agoniser, parce que c'est une attaque très vicieuse. On n'avait pas dit, mais l'attaque a eu lieu, enfin le retrait de l'agrément a eu lieu au début de l'été. Et on sait que le début de l'été, pour l'actu, c'est nul, parce que tout le monde est en vacances, tout le monde est à la plage, tout le monde s'en fout en fait de ce qu'on peut raconter. Et donc, ils ont vraiment fait ça pile au moment où les mecs étaient déjà en train de planter leur parasol, pour que nous, si on se défende, ils disent, écoutez, de toute façon, les mecs, ils se lèvent à 11h, tu vois, en vacances, on verra ça plus tard, et pour que du coup, le message ne passe pas. C'est pour ça que maintenant, on fait un foin, parce qu'il est temps de se réveiller là-dessus. Mais c'est vraiment une attaque particulièrement vicieuse et sournoise. C'est vraiment un truc... il faut se réveiller, parce que là, c'est... Et petite précision utile, c'est que la commission nous retire l'agrément avant d'attendre la décision de la justice, puisqu'il y avait des plaintes qui étaient déposées, et les plaintes, aujourd'hui, elles sont classées, sans suite.
Donc la justice ne trouve pas dans la Furia matière à problème. Pourtant, la commission nous a enlevé l'agrément et va pas le remettre. Et le ministère de la Culture, Rachida Dati, qui s'est dit à plusieurs reprises pour la liberté d'expression, défense de la presse, etc., pluralité, n'a rien fait pour empêcher ça. Et le temps que les recours judiciaires suivent leur chemin, c'est à peu près 2 ans, on sera mort d'ici là. Donc c'est pour ça qu'on appelle à nos lecteurs, voilà, si vous voulez que ça dure, c'est maintenant. Chers amis, on a un auditeur au téléphone, on va le prendre tout de suite. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Jérôme. Bonjour Jérôme, alors je vous laisse poser votre question et pour une fois normalement on laisse beaucoup de temps aux appelants pour parler mais on va juste vous laisser poser la question et on va les laisser répondre après. Non, mais c'est une question très rapide. Moi, je voulais savoir quand même, est-ce qu'ils peuvent quand même comprendre que c'est choqué, je suis quelqu'un de droite, etc. Mais quand on a vu, moi j'ai vu sur Twitter, la caricature colorée sur chacun, sur la carte française, d'où vient ces Français là, où c'est vraiment des caricatures, franchement, faut le dire, c'était plus que caricatural, même dans Tintin au Congo, il n'y a même pas des caricatures comme ça. Est-ce qu'ils peuvent comprendre quand même que c'est choquer les gens et que je suis de droite, et il faut comprendre que là, ils donnent des arguments à leurs adversaires en faisant de la caricature raciste de bas étage, voilà. Eh bien Jérôme, merci, ils vont vous répondre tout de suite, merci pour votre question. Okay. Alors, l'auteur des caricatures. L'auteur est là. L'auteur des caricatures est sur place. Bah écoutez, c'est Jérôme, c'est un magazine satirique, donc à partir de là, c'est de la satire, c'est de la caricature. Il me semble que y a à peu près, notamment dans mes ouvrages anciens, les Brumes, 99% des personnages qui sont des blancs représentés comme des beaufs, puisque c'est des personnages que j'affecte, étant moi-même un petit peu un beauf. J'ai entendu personne m'attaquer sur le fait que les Français étaient représentés comme des gros mecs en Marcel qui fument des gitanes et qui roulent en Renault 21. Je vois pas pourquoi, quand je caricature de temps à autre un Africain, on viendrait me chercher des poux. C'est là qu'on voit la puissance du logiciel antiraciste, qui a intégré complètement l'univers mental, même dans notre camp. On a ce réflexe de dire, alors le blanc on s'en fout, on peut le faire n'importe comment. La plainte d'SOS Racisme, c'est ça, c'est un truc qui vise exclusivement Papacito, qui parlait des Arabes. Et la page d'avant, il parlait des Japonais. Ça, SOS Racisme s'en fout, parce que c'est pas dans le logiciel antiraciste. Et ce réflexe de dire on n'a pas le droit de dessiner des noirs avec des sales têtes, je suis désolé, Marceau dessine des blancs avec des sales têtes, dessine des asiatiques avec des sales têtes, c'est un caricaturiste, c'est comme ça. Donc soit on accepte le logiciel d'antiracisme et on se dit il y a des gens qui sont parfaitement intouchables, donc je ne sais pas au nom de quoi ils seraient, on les met sur un petit nuage. À mon avis, c'est pas une manière efficace de défendre ces minorités. Soit tout le monde est à la même enseigne et tout le monde en prend plein la tronche et voilà. Et je pense que Jérôme est un gauchiste qui se dit de droite juste pour m'attaquer. Non, mais en tout cas, tout le monde a le droit d'appeler au 01 59 58 51 87 code 800. Et je pense, Marceau, qu'il y a des gens qui sont très sincèrement de droite antiracistes. Mais certainement, donc ils sont de gauche. Voilà. Et qui sont choqués par des dessins qui sont odieux, mais vraiment, j'ai vu des caricatures, même moi j'étais choqué. Arrête, Guerin, pas à moi. Non, mais j'étais choqué en me disant mais comment il a osé le dessiner, l'imprimer et le vendre. Mais une fois de plus, le principe de la caricature, c'est d'exagérer les traits. Vous savez, les caricaturistes à Montmartre, etc., ils vont repérer si t'as un gros nez, des grosses oreilles, un truc comme ça, et ils vont accentuer le truc. Bon, effectivement, moi, quand je dessine, parce que je reprends la majorité de ma production, quand je dessine des beaufs un peu franchouillards, effectivement, je rajoute sur le côté Marcel, sur le côté fraise, etc. Quand je dessine des noirs, les noirs ont des traits de visage caractéristiques, souvent des plus grosses narines, des plus grosses bouches. J'accentue, je caricature. Donc, en vrai, je vois pas où est le problème. Et une fois de plus, et là, je dis pas ça pour faire mon patriote de la diversité qui veut absolument se plier au diktat de la gauche, si on prend vraiment l'ensemble de mon œuvre, et si vraiment on applique les lois antiracistes, c'est-à-dire on n'a pas le droit de caricaturer telle ou telle couleur, qu'on vienne me chercher sur les blancs. Alors, on parlait de censure. Moi, j'ai votre attachée de presse qui est en train d'essayer de me censurer en me disant on peut passer au sujet suivant. Elle vient de m'envoyer un message en me disant on peut passer au sujet. Hein, vous croyez que je vous vois pas là, hein? La censure, c'est pour tout le monde ou pour personne? Donc, effectivement, les caricatures, on en a parlé. Si vous voulez nous appeler pour en parler, n'hésitez pas, ou sur d'autres sujets. Donc, aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de la Furia? L'avenir de la Furia, il va dépendre
de la mobilisation des lecteurs, puisque comme on l'avait expliqué juste avant, si on laisse faire la nature, si je peux me permettre, donc de la situation actuelle, on va tout doucement agoniser et mourir dans de très très longues souffrances parce qu'on va petit à petit manquer de plus en plus d'argent. Ça va être extrêmement dur, alors que si les gens s'abonnent massivement d'un coup, on va avoir de quoi tenir un petit moment, quoi. Mais c'est le seul moyen, c'est l'abonnement massif. Vous avez des objectifs chiffrés, entre guillemets? Combien d'abonnés vous auriez besoin pour survivre maintenant qu'on vous a retiré l'accréditation de l'État? Je crois qu'on était parti sur 10 000 pour être vraiment tranquille. 10 000 à de moment, ce serait pas mal. Ça nous permettrait vraiment d'y voir un peu plus clair, quoi, d'être tranquille. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas obtenu justice sur la question de l'agrément, on paye plein pot, on a un nombre très élevé de ventes en moins à cause du fait que certains kiosquiers ne nous prennent plus. Donc vraiment, en fait, les abonnements vont un petit peu éponger ce qui va nous arriver dans la tronche là. D'accord. Et puis le but était aussi de pas seulement être la revue du maquis. C'est que si on doit prendre le maquis, on le fera, mais le but était de s'afficher partout, de montrer que l'espace n'est pas à eux et que la satire de droite, l'irrévérence de droite peut exister. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est «La République gouverne très mal, mais elle se défend très bien». Laurent, est-ce que vous sentez qu'elle se défend bien là? Ah bah oui, clairement, mais il y a une forme de panique de leur côté parce qu'ils sont pas habitués à ça. Normalement, ils avaient leur hégémonie, personne ne il n'y avait pas de frontières ou de Furia ou de CNews pour les emmerder. Et maintenant, on arrive, on appuie là où ça leur fait mal. C'est aussi pour ça qu'ils réagissent comme ça. Parce qu'il y a des échéances électorales, il y a des sondages qui sont inquiétants pour ce petit monde. Et ils ont peur du message de défricheur. Alors effectivement, nous, on ouvre la fameuse fenêtre d'Overton. Burton, oui. On l'ouvre en grand, comme ça, en disant, mais arrêtez d'avoir peur du logiciel, de l'ordre moral dominant, de cette intimidation antiraciste. Si on reprend ce discours, on n'en sortira jamais. On sera toujours soumis, on sera toujours en train de ramper devant la gauche, en train d'essayer de lui donner des gages, de dire non, mais en vrai, la diversité, on a une personne LGBT avec nous, enfin ce genre de conneries. Et on va toujours s'excuser de vivre et on se fera toujours marcher dessus. Donc à un moment, on a une ligne de rupture avec cet ordre moral dominant. Donc évidemment, il nous fait la guerre, on s'y attend. Et on dit simplement à nos lecteurs, soit on les laisse gagner, et on disparaît du paysage, et on perd encore du temps, soit on retourne cette ville offensive contre eux, et on transforme l'attaque en succès, pour nous. Et donc, c'est quoi vous avez aussi la maison d'édition Magnus, qui n'est pas directement reliée à la Furia, mais vous écrivez, par exemple, vos livres, Laurent Oberton, sont édités chez Magnus. Marceau, toi aussi, tes BD sont édités chez Magnus. T'en as une nouvelle qui devrait pas tarder à sortir. Ouais, courant 2026, ouais. Qui va sortir courant 2026. Est-ce que vous faites une synergie aussi de vos médias pour pouvoir vous aider à continuer à se développer? C'est des vases communicants quand même, hein. La Furia et Magnus, ce sont pas les mêmes sociétés, mais comme c'est les mêmes personnes qui les dirigent, évidemment qu'on essaie de mettre tout ça en commun, ouais. Et puis le but est vraiment de taper partout, c'est-à-dire que le combat culturel peut pas se résumer à la politique, à l'actualité, au livre. C'est pour ça, la Furia, il y a de la caricature, il y a du rire, il y a du sérieux, il y a du développement personnel. On essaie de balayer très large parce qu'on veut cibler la jeunesse dans sa globalité. On ne peut pas se contenter de certains supports. Donc ce combat doit être mené sur tous les fronts à la fois. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce numéro de la Furia qui est un peu particulier vu que c'est l'État m'a censuré mais pas encore tué? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce magazine? Pourquoi est-ce que les gens déjà devraient l'acheter en plus du soutien que ça vous apportera? Alors, on a vraiment une offre très large. On a une analyse de l'actualité. On a des petits sondages sympathiques, on a des conseils, encore une fois, développement personnel, c'est vraiment un axe, alors je sais que le terme n'est pas toujours très heureux, mais c'est un axe intéressant de ne pas tout miser sur justement l'État, la politique, de se dire que sur soi, on a beaucoup plus d'influence dans notre vie à notre échelle. Donc on donne des conseils très pratiques, il y a des conseils de style, de vie. Moi, j'ai 6 rubriques régulières, donc j'ai les faits divers, j'ai le vieux con, c'est un personnage qui commente à sa façon l'actualité parce qu'on
vraiment, la Furia, c'est aussi l'esprit gaulois. C'est de se dire que si on prend toute l'actualité comme elle nous arrive, je pense qu'on saute par la fenêtre. Et là, on se dit, il faut savoir aussi rire, il faut savoir sourire à l'adversité. Et il y a matière à sourire quand même malgré tout dans cette actualité. On parlait tout à l'heure de Brigitte qui veut prouver au monde entier qu'elle est bien une femme avec des preuves scientifiques. Moi, je trouve ça très drôle. Et si on n'arrive pas à rire de ça, vu le reste de l'ambiance, autant se flinguer tout de suite. Donc, c'est pas un magazine peut-être l'objectif. pessimiste. Exactement. Il voudrait qu'on se flingue tout de suite. Peut-être, il y a un peu de ça, le côté tout D'où est la loi foutu. euthanasie. Et si on en met tout est foutu, ne faisons rien, effectivement, c'est une euthanasie lente. Et nous, on essaie de secouer les lignes, de secouer nos abonnés, de leur dire c'est maintenant. Plus on attend, plus on joue les modérés, la compromission, plus on perd et on n'a pas beaucoup de temps. On a un appel auditeur. Vas-y. On va prendre l'auditeur et on reviendra tout de suite là-dessus. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Guillaume Frédéric. Bonjour, est-ce que vous pouvez poser votre question pour Marceau et Papacito et pour Laurent Overton, s'il vous plaît? Oui, alors c'était pas vraiment une question, en fait, c'était plutôt une remarque vis-à-vis de ce qu'avait dit Garen, qui a été choqué par les caricatures, qui voyait une forme de racisme. Moi, je pense que la France, elle n'a pas besoin de vivre ensemble, elle a besoin de gens qui ont besoin de rire ensemble. En fait, c'est comme ça qu'on traverse les frontières. Je suis tout à fait d'accord. Alors moi, ce qui m'avait choqué, c'était qu'ils avaient osé l'imprimer, pas le dessin en lui-même, hein, mais mais en fait, justement, je pense que quand on regarde ce que faisait la gauche avec Flic Glacial ou Harakiri, c'était salé. Et en fait, la cuisine française, elle est salée. Donc il faut pas l'oublier, ça, et c'est pas parce qu'on est de droite qu'il faut s'empêcher toute saveur, quoi. Je veux dire, Vous me traitez de gauchiste. Tout à fait, ouais, tout à fait. Je pense qu'en fait, on est à une époque où il faut mettre les pieds dans le plat. D'accord. Et vous avez une question ou Oui, en fait, si je devais poser une question à Garen, c'est la droite, c'est pas uniquement des gens en costume qui portent une valisette. Il y a des gens aussi. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des sans-bancs qui aiment rire de tout, et même avec tout le monde, ce qui pourrait être surprenant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Et Au revoir. Au revoir. C'est très intéressant parce que pour rebondir là-dessus, C'est la première fois que je me fais traiter de gauchiste. Si on commence à je sais pas pourquoi, à exclure du champ du rire un groupe, une minorité, je sais pas, les juifs, les noirs, si on n'a pas le droit de rire de certaines catégories, c'est très malsain. Parce que ça veut dire juste, on fait ça au nom de l'égalité, de je sais pas quoi, mais là on n'est plus du tout, justement, on n'est plus du tout dans l'égalité. C'est pas rendre service à ces minorités de les placer comme ça dans une bulle de verre. Il n'y a aucune raison qu'on fasse ça. Ou alors il faut nous expliquer. Oui, voilà. Il faut nous expliquer au nom de quoi Au nom de quoi. Et je pense communautés n'auraient pas le droit. finalement que l'antiracisme a ce petit vice pour lui, c'est que c'est lui qui considère que ces personnes sont plus fragiles que les autres, qu'elles sont moins aptes à entendre l'humour et qu'il faut pas y toucher. Voilà, c'est un petit réflexe peut-être un peu paternaliste. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce... tu te rappelles de la vidéo terrible avec la blonde à lunettes là, avec ses migrants qui apprenait à lire ou à reconnaître des images et qu'elle les félicite comme des enfants de 4 ans, mais littéralement. C'est-à-dire que... Et là, pour le coup, ça dérange personne. Mais tout le jeu du bien-pensant gauchiste, il est là. C'est fascinant. C'est qu'il y a un type qui va arriver avec des dreads dans le métro et faire un vieux discours pourri. Elle va trouver ça formidable, incroyable, quelle profondeur, comme de l'art contemporain. Et avec cette attitude-là, nous, on veut justement pas en arriver dans cette effroyable posture morale. Mais bien sûr, et même d'une manière générale, et pour conclure et synthétiser, en fait, on fait ce qu'on fait, et s'ils sont pas contents, on les emmerde, finalement, l'un dans l'autre. C'est le principe. Personne ne les oblige à acheter ce magazine. Non, Oui, mais tout à bien fait. sûr, évidemment. Tout à fait. Évidemment. Mais par contre, il y a des gens qui veulent l'interdire. C'est ça, voilà. C'est que on n'est pas du tout dans une logique. Tu as le droit de parler, j'ai le droit de parler. Nous sommes armes égales. Ça n'a jamais été ça. La gauche, elle est forte par son intimidation et son chantage perpétuel. Elle veut faire taire parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le dernier mot, qu'elle n'a pas la logique pour elle, qu'elle n'a pas la masse pour elle. Donc, si on ajoute cette intimidation, si on force les cerveaux à penser contre eux-mêmes, on gagne. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle gagne parce que la droite n'a pas le cran de lui dire « je t'emmerde, je fais ce que je veux, tu n'as aucune prise sur moi ». Elle a des prises, ça s'appelle le tribunal, déjà.
Ça s'appelle l'État, qui est quand même tout puissant et qui décide de la vie et de la mort des gens. Et ils sont quand même très puissants. On se bat pas à armes égales. Oui, mais ça, il me semble que c'est du détail. C'est-à-dire que c'est pénible, c'est concret, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, de l'énergie. Mais je pense que la première victoire, elle est dans la tête. C'est ce que tu disais, Laurent, c'est-à-dire que dès lors qu'on dit « et alors ?» quand on te dit facho, et alors ? Tu réponds et alors ? Immédiatement, ça éteint totalement l'attaque. Moi, je sais que sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai pris le pli de ne plus me justifier ou de ne plus discuter avec mes contradicteurs, je veux dire, ils me craignent parce qu'ils n'osent même plus m'attaquer parce qu'en fait, je m'en fous. Donc, vraiment, à partir de là, le fait d'être détendu, il n'y a pas de prise, tu ne peux pas attraper. Et je parle pas que il y a les menottes quand même. Il y a les menottes, mais tu vois ce que je veux dire. Évidemment, le reste c'est différent, ça fait partie du combat. Mais je pense que vraiment la solution de base, la posture de base, c'est effectivement, si t'es pas content, je t'emmerde, et c'est pareil. On a un auditeur au téléphone, on va le prendre tout de suite. Oui, bonjour, comment vous appelez ? Oui, bonjour. C'est Greg. Bonjour. De Menton. Ah, bonjour Greg de Menton, comment ça va ? Ça va, Karen ? Ça va et vous ? Très bien, très bien. Alors, je vous laisse poser votre question à Marceau et Oberton. Ouais, alors j'étais un peu à la radio, donc je suis un peu en décalé. Je sais pas si vous avez changé de sujet ou pas, mais je voulais revenir par rapport à celui qui a intervenu avant, là, l'autre auditeur qui se disait choqué. Ouais. Mais en fait, moi j'avais une question. Je fais quand Charlie Hebdo, ouais, c'est ça. Il faisait les caricatures sur les autres, tout ça. Quand il y a eu l'attentat, ils disaient tous je suis Charlie. Il y avait une espèce de de vague pour les caricatures de Charlie, non ? Ouais. Alors que de soutien, Charlie une vague de soutien. Voilà, Charlie était chaud aussi sur les caricatures, hein, sur certains dessins, tout ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est cette mentalité de fermer. Je veux dire, la caricature, c'est quelque chose d'humoristique. Si on prend tout au premier degré, il y a plus de caricature, quoi. Enfin, je sais pas s'ils sont d'accord avec moi, mais ma question, c'est ça, en fait. C'est à quand la fin à quand la fin des abrutis en France qui voient tout, qui prennent tout au premier degré, quoi. Quand est-ce qu'on va retourner à une France qui sait rire de soi-même, à une France qui sait rire de tout et de rien, et qui sait un peu se remettre en jeu à chaque fois que quelqu'un il pose un sujet, quoi. À quand la fin du premier degré, quoi. C'est ça moi ça me rend fou. Moi j'entends des trucs à la radio, des fois ces gens-là, mais merci d'exister, messieurs. Je me rappelle pas les noms, excusez-moi, mais merci d'apporter un petit peu de pluralité sur les magazines, voilà. Ouais. Ben, merci beaucoup, Greg. Ouais. Excuse, juste une autre question, pardon. Est-ce que vous avez pensé à vous élargir aux pays francophones ? Voilà, c'était ça ma vraie question, en fait. Ok, ça marche. Allez, ils vont y répondre. Merci beaucoup, Greg. Salut. Non, intéressant cette façon de voir, parce que c'est vrai que l'offense, le problème, c'est que certains vont trouver que c'est offensant. Peut-être que dans 10 ans, certains penseront que c'est pas du tout, enfin ça l'est pas du tout. Et le problème ou que vous serez en prison et c'est qu'à partir du moment où on admet qu'il y a des contenus qui sont offensants, on sait très bien que ça n'a pas de fin. C'est que si la caricature là offense et qu'on l'enlève, demain ce sera le dessin là un peu plus gentil, ça m'offense un peu. Et on sait très bien que pour la gauche, l'offense n'a aucune limite. On le voit chez eux, c'est délirant. Donc le fait de vouloir jouer ce jeu, rentrer dans ce truc de modération, de faire attention, on ne fait que renforcer l'arme de l'ennemi. On est en train de se bâillonner, on leur donne le fouet, enfin on fait tout ce qu'on veut pour perdre. Et voilà, le but de la gauche, c'est de nous réduire à rien, de nous faire disparaître. Ça, c'est clair. Donc, à force d'être gentil et de pas vouloir blesser, on en arrive là. C'est pour ça que nous, on replace le curseur, on va dire. C'est surtout que ce curseur, il va dépendre du messager. C'est-à-dire que si vous êtes identifié comme étant de gauche, vous avez d'office droit aux pires outrances. C'est un peu comme les trucs à points. Il y a des points comme les permis à points. Vous êtes à gauche, vous avez 12 points.
Et éventuellement, si jamais vous dérapez un petit peu, on va dire que vous êtes grossier, on va dire que c'est un petit peu éventuellement tendancieux, mais vous êtes de gauche, donc ça fonctionne. Alors qu'à droite, c'est comme le permis probatoire, tu commences directement à 6 points, voire même à 1 point. Et donc, toute caricature, dès lors qu'elle vient de droite, d'un magazine ou d'un dessinateur, je sais de quoi je parle, identifie comme tel. Par exemple, Wikipédia, moi, me qualifie directement de dessinateur d'extrême droite. Tout de suite. Il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas d'étape, donc à partir de là, ça commence comme ça. Et donc, tout ce que je pourrais produire comme caricature, sauf évidemment pour les beaux franchouillards, parce que ça, il n'y a aucun problème, est immédiatement identifié comme étant le souhait d'un génocide immédiat tout de suite, parce que moi, si je caricature, comme je suis de droite, c'est forcément hyper méchant, c'est forcément que je suis la pire ordure. Alors que la gauche a beaucoup plus de permissivité. Mais une fois de plus, je ne suis pas là pour dire « dis donc, c'est très malheureux », l'auditeur parlait de Charlie Hebdo. Moi, je ne suis pas là pour faire, même s'il y a forcément quelques parallèles, parce qu'on est des magazines satiriques tous les deux, le parallèle entre Charlie et la Furia. Je ne suis pas là pour dire ouin, c'est quand même bien malheureux, Charlie, ils ont le droit et nous, on n'a pas le droit. Il ne faut pas se plaindre. On n'a pas le droit, ok, on le fait quand même, c'est tout. Mais partant du principe qu'on est de droite, effectivement, on nous prête d'office toutes les mauvaises intentions du monde, alors qu'effectivement, c'est que de la caricature, pardon. Et je répète, quelqu'un qui a un gros nez, je lui rajoute un gros nez parce que c'est de la caricature. Quelqu'un qui a une grosse bouche, c'est la grosse bouche, les grosses oreilles, c'est de la caricature. Et je ne suis pas là pour m'excuser de ce que j'ai fait. Je dis que je caricature. Et d'ailleurs, la justice, c'est ce qu'elle a dit aussi quand elle a classé sans suite la plainte de SOS Racisme. Elle a dit que vous étiez un journal de caricature, mais ça n'a pas l'air d'avoir suffi au ministère de la Culture. Parce que si on commence à faire la distinction entre la bonne satire, celle qui est de gauche, qui est moralement convenable, et la nôtre, c'est que tout ça, c'est du vent. Donc, pour le coup, la justice a fait simplement son boulot en disant non, c'est un contenu drôle, fait pour être drôle. Et si ça vous fait pas rire, vous n'êtes pas, encore une fois, pas du tout obligé de l'acheter. Il n'y a pas de personne ne vous force. On va pas chez les gens en leur montrant nos caricatures. Voilà, ça fait partie de ce qu'ils appellent la pluralité. Mais on sait, encore une fois, on sait très bien, on n'est pas du tout naïf. On sait très bien que eux ne jouent pas du tout ce jeu-là, ils veulent nous faire disparaître, dans tous les sens du terme. La revue, nous, les blancs pollueurs, génocidaires, responsables de tous les maux de la Terre, c'est leur façon de voir le monde. Et nous, on dit, il ne faut pas essayer de discuter, il faut simplement recentrer les choses. Je pense qu'on est en réalité des gens très réellement, dans le sens profond du terme, modérés, c'est-à-dire des choses simples qui ont toujours existé, une façon de voir qui a toujours plus ou moins existé, et qui aujourd'hui, évidemment, paraît totalement inacceptable parce que la gauche a complètement bouffé l'univers moral de ce pays. Elle a imposé sa façon de voir et on a beaucoup de mal à s'en défaire. D'ailleurs, la deuxième question de Greg de Menton, c'était est-ce que vous vendez donc, dans le monde francophone ? Est-ce que on peut se procurer la Furia en Belgique ? Je crois qu'on en voit en Belgique, oui, un peu partout. Oui, je pense. Canada. Il y a des tarifs forcément qui doivent être un peu plus raides. Après, on a une version numérique. Il y a moyen de faire. Il y a un abonnement numérique aussi. On peut avoir accès au contenu numérique. Donc. Vous livrez en Afrique ? L'Afrique francophone. Je pense. Nous, on a beaucoup de militaires qui nous lisent, je sais, donc on reçoit souvent des petits messages sympathiques. Pour le coup, j'ai pas les stats. Je pourrais pas te dire par pays. Je sais pas exactement, mais a priori, sauf dans des pays genre l'Érythrée ou la Corée du Nord, normalement, on livre un peu partout. C'est juste que les tarifs se évoluent avec. D'ailleurs, je vois une très belle. Alors, pour ceux qui n'ont pas le son, qui ont que l'image, pas le son. Pardon. Pour ceux qui n'ont pas l'image, mais que le son, il y a un test. Es-tu un bon physionomiste en matière de fils de pute ? Arriveras-tu à les détecter ? Donc, qui a fait ça ? Ça, c'est Papacito. C'est Papacito qui a fait ça. C'est aussi pour dire que, justement, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, La Furia, c'est pas un magazine uniquement de dépression. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à énumérer tous les faits divers les plus atroces et à dire qu'on va tous mourir. Il y a une partie comme ça parce qu'il faut diagnostiquer, comme je disais ce matin, ce qui ne va pas. Mais aussi, des fois, on déconne un petit peu. Il y a de la caricature. Je pense qu'on en a assez parlé, du coup, depuis tout à l'heure. Il y a ce genre de petits articles, de petits sondages. Donc, il y a vraiment de tout, quoi. C'est vraiment très, très drôle. Donc, vous faites une analyse cas par cas des différents types de physionomie de fils de pute. Mais c'est une analyse quasiment scientifique de Papacito, là. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est technique. Oui. Bon, en tout cas, on le dit jamais assez. Courez, vous vous abonnez à La Furia. Alors, on le trouvera quand même encore en kiosque,
Il y a encore des kiosques. Les kiosques qui n'ont pas cédé aux injonctions antiracistes continuent à le distribuer. Donc si votre kiosquier le distribue, félicitez-le pour nous, achetez chez lui, évidemment, il faut soutenir ces commerçants, hein, c'est pas un métier qui rapporte énormément. Ils peuvent le commander, les gens aussi, chez le kiosquier, en disant j'aimerais bien avoir la Furia, le prochain numéro de la Furia. On peut tout à fait le demander, et comme ça, normalement, le kiosquier... C'est une question rhétorique, parce qu'on a ça avec la frontière oui, aussi, les gens vont voir le kiosquier et disent je veux le prochain numéro de la Furia, ils le commandent et ils le reçoivent après. Mais que ce soit disponible en kiosque, n'enlève rien au fait qu'on perd énormément de points de vente. C'est ça qui est vicieux, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas une interdiction. Il y aurait une bonne grosse interdiction communiste avec envoi au goulag des auteurs, au moins on aurait été fixé. Là, c'est vraiment, je t'avais dit, ils ont fait ça au début de l'été, c'est vicelard, on n'est pas vraiment interdit, mais on n'est pas obligé de nous prendre, ce qui fait qu'en fait, les stats s'écroulent complètement, et il y a encore évidemment quelques kiosquiers qui nous prennent par conviction, mais ceux qui étaient obligés de nous prendre comme ils ont obligé de prendre toute la presse générale... Culturama, ils vous reprendront plus. Non, ça m'étonnerait. Culturama, ouais. Vous pouvez raconter l'histoire de Culturama pour ceux qui viennent d'arriver. Je laisse faire Laurent. Ouais. On a un salarié qui a, parce que c'est ça aussi quand même, il y a cette forme de résistance à ça, un salarié qui n'a pas trouvé tout à fait normal de recevoir un mail interne qui était précisé que ce mail le contenu devait rester strictement interne de magasin Cultura du sud de la France. Et ce mail demandait aux employés de ne plus vendre la revue, de la retirer des rayons. Alors, pas la renvoyer parce que ils avaient un peu l'obligation de la vendre quand même. Donc, légalement, ils n'avaient pas le droit de l'envoyer. C'était illégal, voilà, tout à fait. C'était une action illégale qui était censée rester passer sous les radars. Plus personne ne verrait le truc, personne n'allait s'en plaindre. Et sauf que ce salarié nous a avertis, nous a envoyé une copie de ce message. Et donc, on voit que SOS Racisme, sur ces chaînes en particulier, a toujours son pouvoir de nuisance. Parce que quand une directrice des ressources humaines reçoit un mail d'SOS Racisme en disant « vous êtes complice des heures sombres et du pire », il y a panique et personne ne va oser lui dire le contraire, lui dire « non mais attendez, c'est peut-être juste de la satire, parce que là vous devenez complice à votre tour ». Donc c'est assez efficace. Et en particulier dans les grands groupes. Le petit kiosquier, à la limite, il peut dire « moi je m'en fous, je fais ce que je veux et je suis chez moi ». Et heureusement que certains vont le faire. Mais quand même, il y a toujours cette incidence. Et il ne sait pas SOS Racisme a aussi appelé les diffuseurs de Magnus. Enfin, c'est toute une pression, un travail de sape à long terme, en espérant que leur stratégie d'intimidation finisse par payer. On a un autre appel auditeur, on va le prendre tout de suite. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marc, je suis de Rouen. Bonjour, posez votre question, allez-y. Est-ce que la Furia, ça va aller mieux? Ah, c'est vague, mais c'est une question, elle est validée. Merci. Le but est clairement qu'on en sorte renforcé. Moi, je dis toujours que l'épreuve est une bénédiction parce que c'est dans la crise qu'on se dépasse, qu'on en fait plus, et il faut toujours trouver le moyen de trouver dans la crise l'opportunité. De dire ils ont voulu nous noyer. Non seulement on est sorti de l'eau, mais en plus on leur en met une bonne dans la tronche et ils n'y reviendront peut-être pas de sitôt. On montre que chaque attaque contre nous renforce. Si on réussit à faire ça, si on réussit à les désarmer à ce point-là, on va les condamner à leur petite panique dans leur coin. Ils sauront plus faire, ils n'oseront plus nous attaquer. Et là, oui, on gagnera et on a des numéros qui sont prévus, qui sont assez exceptionnels. Donc, ce serait vraiment dommage que ça s'arrête là, parce que je pense qu'il y a une utilité à avoir cette offre, encore une fois, pour la jeunesse, il y a un besoin de rire, il y a un besoin d'esprit gaulois, il y a un besoin de discours clair, de rupture, et j'espère qu'on pourra continuer à l'incarner. Mais pour le coup, ça dépend complètement de vous. Si vous vous abonnez, on survit. Si vous ne vous abonnez pas, eh bien tant pis. Et ça fait partie d'un combat général. On parlait du combat culturel tout à l'heure. Je disais que c'est toujours des mouvements de fond qui sont très longs. Ça met du temps à s'imposer, à imposer ses idées et son bord politique. Et en gros, c'est avec des petites victoires à chaque fois, mais toutes petites, hein, vraiment, ça peut être simplement quelqu'un qui ne se laisse pas faire sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui, dans une réunion de travail, affirme penser comme il pense sans forcément se laisser intimider. Et ça peut être, effectivement, la Furia, c'est pour l'instant un des rares magazines satiriques de droite. Le laissez pas tomber, parce qu'en fait, cette petite pierre de la Furia, c'est con à dire, mais c'est le niveau 2 du petit mur de briques qu'on est en train de faire pour résister face à la gauche, quoi. J'ai une question dans le chat. Bonjour Garen.
Pourquoi à droite on parle souvent de la peine de mort mais pas des travaux forcés et de la torture? Oui. Bah, alors, C'était une réponse. oui, non, mais oui. Bah, moi, dans les faits, là, on passe du coq à l'âne, mais dans les faits, moi, ce qui m'intéresse sur la question de la peine de mort, c'est le fait que toute récidive est automatiquement empêchée. Parce que j'estime qu'il y a des gens qui sont trop dangereux pour être laissés libres dans la société. Après, si c'est la question d'exécution qui pose effectivement problème, moi, dès lors qu'on me garantit qu'une personne extrêmement dangereuse ne réintégrera plus jamais la société, ça me va aussi. Le problème, c'est qu'on sait bien que la perpétuité réelle aujourd'hui, elle est réelle de rien du tout. C'est ça le problème. Mais effectivement, moi, on peut sauver la tête de tout le monde dès lors que le tout le monde en question ne remet plus jamais un pied dans la société. Non, si les prisons étaient encore à peu près dignes de ce nom, c'est-à-dire que ce soit pas un endroit pour jouer de la PlayStation, fumer du shit et commanditer ses petits trafics, ça aurait un sens. Si réellement les peines étaient appliquées, c'est ça le problème. C'est pour ça aussi qu'il y a cet appel de la peine de mort. C'est que comme on voit bien que toutes les peines se sont cassées la gueule derrière, on se dit il n'y a plus du tout il y a plus. Et c'est pas une question de réinsertion, de je sais pas quoi. C'est une question de justice. Monsieur Moyen voit des gens sortir alors qu'ils ont fait des trucs abominables, alors qu'ils ont tué. Tu peux définir Monsieur Moyen parce que tu en parles souvent dans tes livres aussi. Monsieur Moyen, c'est Jean-Michel qui paye ses impôts, qui fait tout comme on lui demande, qui a peur de prendre une amende parce qu'il roule trop vite, qui fait attention, qui est sensible à tous les discours, qui passe son temps sur TF1, sur M6, qui regarde les JT. Donc c'est vraiment l'opinion dans toute sa splendeur. Il se mouille pas, il suit un petit peu le sens du vent, etc. Mais même lui se dit quand même il y a un problème avec cette justice parce que finalement, elle a voulu, Badinter et compagnie, on a voulu se concentrer sur les coupables en disant l'important c'est de les comprendre, de les aider, de les réinsérer parce qu'en réalité ce sont les vraies victimes de la société. On a retourné complètement la logique élémentaire en matière de justice, donc la justice n'existe plus. Et c'est pour ça que Monsieur Moyen se met à dire qu'il faut couper les condamnés en deux parce qu'au moins on est tranquille. Et là, on voit plus ça. On a les prisons. Je vous rappelle que Nordal-Lelandais s'est reproduit en prison au parloir, qu'il a en plus violenté la mère de cet enfant au parloir en prison. Donc, quand on voit ça, on se dit ça n'a plus aucun sens. Donc, évidemment, il y a un appel à des mesures plus radicales. Donc c'est surtout ça, à partir du moment où et l'État l'est de moins en moins. Oui, c'est ça. On voit que les OQTF, ça fait rire tout le monde. On voit que les expulsions ne sont pas faites. Donc, s'il y a une absence totale de réponse, il y a une faillite judiciaire totale, évidemment, il y a une envie de réponse un peu plus médiévale. Et sinon, les îles Kerguelen, c'est au nord du pôle sud. C'est une très petite île, c'est français. Et on peut faire une très grande prison de 50 000 places ou 100 000 places dessus et mettre des gens dessus, peut-être aussi. Ah oui, dans le respect des conventions de Genève et des droits de l'homme, bien sûr. Bien sûr. Mais quand on commet des actes, quand on commet des actes barbares et qu'on se met hors de la société, je suis désolé, à un moment on est responsable. Mais tout le travail de la gauche a consisté à défaire cette responsabilité. Badinter, c'était sa grande idée. Le criminel, il n'est jamais responsable. Alors, je veux qu'on revienne parler de ça, mais on a un auditeur au téléphone et on va parler de Lola après. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez ? Je m'appelle Gérald, je suis de l'Est de la France. Bonjour Gérald, quelle est votre question pour Marceau et Oberton ? Alors, c'était pas une question, c'est en fait, je veux les rassurer. Je vais monter une opération, je vais acheter tous les exemplaires de la Furia que je vais pouvoir trouver près de chez moi. Comme ça va pousser les gens soit à les réclamer au kiosque ou soit à s'abonner. Voilà, c'est tout. Bravo les gars et continuez. Merci beaucoup. Merci. Ouais, ça fait plaisir, il y a des gens, ils tiennent à cœur. N'hésitez pas, abonnez-vous à la Furia sur le site internet lafuria.fr, onglet abonnement, magazine. Onglet boutique. Onglet boutique, c'est ça. Il y a toutes les offres d'abonnement disponibles. Et il faut soutenir, nous chez Frontières, on a toujours été très proche de vous depuis le premier jour. On vous a toujours reçu dès que vous aviez un livre qui sortait, un magazine qui sortait. Magazine, je sais pas si on n'a pas trop fait parlé de la Furia sur Frontières, non. C'était surtout le Magnus, donc vos livres, vos BD. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous et pour la pluralité, justement pour la pluralité de la droite,
On veut que la Furia continue, on a besoin de la Furia, on fait pas du tout le même métier. Nous, c'est du journalisme, c'est de l'enquête, c'est de l'investigation. Vous, je trouve limite plus important, c'est de l'humour dans un monde très noir. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent, ils lisent Frontières toute la journée, et ils sont déprimés en fait, parce qu'on rapporte les faits. Là, on a sorti un numéro sur le top 30 des maires pro-islam, ces collabos qui travaillent avec les islamistes et qui travaillent à l'islamisation du pays. C'est vrai que c'est pas des trucs joyeux qu'on écrit, nous. On avait fait les complices de l'invasion migratoire, on avait fait infiltrer dans l'extrême gauche. La Furia, c'est un moment de légèreté dans le mois. C'est un trimestriel. Oui. Dans le trimestre, comme nous, comme Frontières. C'est un moment de légèreté, c'est un moment de plaisir de regarder, de se dire oh là là, il va loin, Marceau quand même, oh, c'est drôle quand même. Et c'est pour ça qu'on veut pas que les médias comme La Furia disparaissent, surtout qu'il n'y en a pas des tonnes, parce que des médias gauchistes, il y en a un paquet. Vraiment, il en pousse sous tous les cocotiers tous les ans. Des médias de droite, il n'y en a pas un paquet, et ce serait extrêmement embêtant si La Furia venait à disparaître parce que le ministère de la Culture a trouvé que vous n'étiez pas assez drôle. Et puis c'est une très bonne nouvelle aussi, cette évolution de voir les choses, parce qu'il y a quelques années, moi je déplorais que la droite est individualiste, on le sait, mais c'était vraiment chacun sa petite boutique, et les autres étaient vus un petit peu, c'est de la concurrence, c'est une menace, etc. On tient à garder ses petites particularités, tout ça, on les a, c'est très bien. Mais maintenant, il y a une conscience un peu de cet état de guerre. C'est un écosystème. Et voilà, et on se dit, oui, il faut que lui, il existe, il faut que lui aussi, et ils sont tous utiles. Il ne faut pas être obsédé par la pureté idéologique, de dire, voilà, lui, il a vraiment la ligne qui est absolument parfaite, parce que c'est pas comme ça qu'on gagne. Chacun doit avoir sa particularité, c'est normal, mais c'est l'effet machine, c'est l'effet... il nous faut plusieurs divisions. Il n'y a pas le type tout seul qui va être le chevalier blanc qui va faire des miracles. Il faut frapper dans tous les sens, par tous les moyens possibles. Et c'est vraiment encourageant de voir ça aujourd'hui, qu'on a les lecteurs qui soutiennent plusieurs magazines, qui soutiennent plusieurs médias. Il n'y a pas de concurrence à droite pour moi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de concurrence. C'est très il y a utile de le largement assez de place pour encore 50 autres médias de droite. Il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a quoi? C'est 43% le score du RN au deuxième tour de la présidentielle française. La demande il y a une demande de droite qui est immense. C'est vraiment... En fait, on est noyé dans l'offre de gauche, l'offre écrasante, l'offre étatique, l'offre machin. T'allumes ta télé, t'allumes ta radio, tu ouvres un journal, t'as 90% de chances que ce soit de gauche. Donc oui, il y a de la place pour la droite. Alors que le pays est majoritairement à droite. On a encore un appel auditeur, on va le prendre tout de suite. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, comment vous appelez? Bonjour, c'est Maurice. C'est Maurice. Maurice, quelle est votre question pour Marceau et Oberton? Alors déjà, je voulais les féliciter pour leur travail d'écrivain et de dessinateur, parce que c'est pas évident. Donc ça fait quand même depuis 2022 qu'ils ont créé Furia. Donc félicitations. Moi, je voulais donner mon avis, mon expérience là-dessus. J'ai travaillé dans une librairie. Alors je sais pas si on peut donner le nom. Ah, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui voyez avec la justice après. Bon. Ok, moi j'ai travaillé à la Fnac, grande enseigne. Voilà, j'ai travaillé quasiment pendant 10 ans, 9 ans. Et c'est vrai que à l'époque, donc moi j'étais dans des rayons, entre autres, et donc on nous demandait effectivement de mettre en avant, pas mettre en tête de gondole, forcément des magazines de gauche, quoi, en fait. De droite, pardon, de droite. Ouais. Voilà. Il y avait de la censure même au sein d'un établissement qui est quand même censé prôner toute la culture qu'on a en France. Il vous le disait comment? Alors, on était en réunion le matin, voilà. C'était pas comme l'intervenant qui est venu avant, qui a expliqué qu'il avait eu un mail. Nous, c'était sous le manteau, en fait, entre guillemets. Mais moi, alors, du coup, j'en faisais exprès. J'étais pas le seul. Parce que on était quand même quasiment 50 à travailler là-dedans, à une période, même encore plus après. Mais il y avait quand même, enfin voilà, même au sein de... C'est une petite entreprise, la Fnac. Mais il y avait quand même beaucoup plus de gens de gauche que de droite, ouais. Je vous l'avoue. Il n'y a pas de petite résistance. Il n'y a pas de petite résistance, moi, mais en tout cas, bravo à tous. Moi, j'aime beaucoup Jordan Florentin, qui est sur le terrain aussi. Ouais. Lui, par contre, il résiste bien. Qui a une agression par semaine à peu près. Mais...
Ouais, oui, depuis sauf à la dernière manifestation, ça allait, on était bien. Ouais. Mais ouais, il faut qu'il remette son casque et puis qu'il se rachète une nouvelle perruque aussi. Hein, parce qu'on m'a dit qu'il avait une perruque. Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non, c'est pas vrai. Il paraît qu'il a un toupet. Mais non, pas du tout, pas du tout. Non. D'accord, j'espère. Bon. Non, en tout cas, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Faut qu'il améliore son articulation, par contre. Des fois, il est X, il dit. Mais autrement, non, pas de C'est problème. entre deux coups de tesson de bouteille, il essaiera d'articuler. Mais non, mais on m'a dit qu'il avait une perruque. Mais non, c'est faux. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée. J'adore. En tout cas, je voulais revenir sur l'affaire Lola. L'affaire Lola, le procès s'ouvre demain. Demain, d'ailleurs, on va faire une émission spéciale de 8h à 13h. On va faire une journée spéciale sur l'ouverture du procès Lola. On parlait de la peine de mort, on parlait de Badinter. Qu'est-ce que vous retenez tous les deux de cette affaire Lola, du meurtre de Lola par cette clandestine algérienne sous OQTF? Moi, j'ai quand même l'impression qu'en plus d'être le procès de l'horreur, évidemment parce que les faits sont épouvantables, moi j'ai le sentiment que c'est le procès du gâchis. C'est le procès du gâchis parce que cette femme-là n'avait rien à faire en France. C'est d'ailleurs ce qu'on se tue, nous à droite, à dire sur les réseaux dans tous les sens, mais évidemment que c'est déformé et qu'on nous prête des intentions qui ne sont pas les nôtres. Mais si l'État avait été moins faible, si justement l'intimidation de gauche a été moins forte, en fait cette femme n'aurait pas été sur le territoire, parce qu'elle avait une obligation de quitter le territoire. Alors, obligation qui est une invitation, en fait. Qui est une invitation. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partir je parle vraiment de théorie, tu vois. Et donc, c'est vraiment le procès du gâchis. Et ça me donne l'occasion d'ajouter aussi, de rappeler que toute personne qui est immigrationniste, qui n'est pas aujourd'hui, en 2025, là, totalement pour l'arrêt de l'immigration et l'expulsion des OQTF, du plus petit bénévole au plus gros des ministres, est directement responsable des crimes comme le meurtre horrible de Lola, et malheureusement des crimes qui arriveront un jour. Il faut absolument arrêter ça. Rien à ajouter, tout est dit. Nous, on a essayé avec nos moyens de faire en sorte que ces trucs-là s'arrêtent, n'arrivent plus. C'est arrivé, et si on parle aujourd'hui encore de Lola, de la petite Lola, c'est à cause de la fachosphère, encore une fois, de la mobilisation. On a été beaucoup accusés. On nous a accusés d'avoir parlé de Lola. Instrumentalisation, etc. On a juste fait exister cette malheureuse gamine et ce qui lui est arrivé, ce qui est épouvantable, sa famille. Sans quoi, ça passait peut-être... Il y avait une ligne dans la presse locale. Il y en a tellement des trucs aberrants que Monsieur Moyen, ça n'arrivait pas jusqu'à son JT confortable. Et il n'aurait pas eu ça. Et toute cette dimension qui est censée rester souterraine, grâce à la fameuse fachosphère, droitosphère et tout ça, elle est incontournable aujourd'hui. Les médias sont obligés de se positionner, même pour dire qu'il y a récupération. On a eu Crépol, on a eu énormément comme ça. De toute façon, il y en a malheureusement, il y en a tout le temps. Donc déjà, ça aide beaucoup à la prise de conscience. Encore une fois, de Monsieur Moyen. Il se dit, vraiment, il y a quand même des problèmes, parce que même à la télé, ils en parlent. Et c'est une récupération qui est salutaire, parce qu'on nous a accusés d'être des récupérateurs pour nos boutiques. En gros, ils récupèrent, ils sont affreux. Enfin, il y avait des images avec l'extrême droite qui ramassent des sacs de billets sur le cercueil de Lola. De Lola. Moi, je pense que cette récupération, à titre personnel en tout cas, en tant qu'homme, en tant que citoyen, je la prends parce qu'en fait, elle me sert à moi. Moi, j'ai une gamine qui m'attend à la maison. Elle est toute petite, mais quand elle aura l'âge de Lola, moi, j'espère que j'aurai assez poussé mes idées pour que ce genre de situation n'arrive plus jamais. C'est aussi ça l'intérêt, c'est-à-dire que moi, je récupère pour changer la société, d'abord en premier lieu pour ma famille à moi, éventuellement pour les autres et pourquoi pas pour le pays. C'est pour ça qu'il faut récupérer. C'est-à-dire si on a envie que ce soit un petit peu moins l'enfer pour nos gamins, faut récupérer, ouais. C'est même pas arrivé au paradis, c'est juste un peu moins l'enfer. Un peu moins l'enfer, ouais, si possible. Non, vraiment, pendant l'affaire Lola, je me rappelle, ça a été un procès médiatique de tous, mais ils se sont vraiment tous mis, de TF1, France Télévisions, BFM. Moi, je me rappelle, j'avais fait un duplex sur BFM, parce qu'il y avait une manifestation organisée par l'Institut pour la Justice. J'avais fait un duplex de cette manifestation sur BFM, mais on m'a insulté de tous les noms sur le plateau en disant que c'était une honte de faire une manifestation à la mémoire de Lola. Il y avait un déchaînement
incroyable. Oui, parce qu'ils se sont dit, forcément, les faits étaient tellement... C'est comme Orange Mécanique, encore une fois. Quand vous sortez les faits, les données, les trucs précis, les mecs étaient tellement pas bien que vous êtes un salaud, qui êtes-vous? Enfin, on peut pas dire ça, c'est inconvenable. On me reprochait de donner le nombre réel des viols en France à l'époque. Et depuis, il y a eu des centaines de milliers de femmes qui ont été violées depuis la France Orange Mécanique. Et ça, ils s'en foutent royalement, enfin, soi-disant les féministes, etc. On les entend pas, on les entend pas sur ce sujet. Donc c'est une tentative vraiment d'étouffer le réel qui démontre à quel point leur idéologie est pourrie. Mais est-ce que ça marche, cette tentative d'étouffement du réel? Parce que, mine de rien, le plus gros indicateur qu'on ait en France, c'est les élections. Ouais. C'est le meilleur, entre guillemets, indicateur. La droite nationale, RN, Reconquête, continue de monter élection après élection. Pas assez vite, pas assez fort, pas assez à droite, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que le fait d'essayer de noyer le réel sous le mensonge, parce que l'affaire Lola, c'était vraiment du mensonge de A à Z de la part des médias, en expliquant d'ailleurs que le plus grand problème sur le meurtre de Lola, c'était l'extrême droite. C'était France Télévisions qui avait fait un reportage en disant Lola, l'extrême droite. Voilà, fin de l'histoire. Si vous êtes choqué par la mort de Lola, c'est que vous êtes d'extrême droite quelque part. Mais pour le coup, je pense pas que ça fonctionne du tout. Le message de fond passe, même si M. Moyen a l'air de rester beaucoup trop patient et beaucoup trop placide. Il voit quand même, il entend ses affaires, il sait que c'est aberrant et qu'on vienne lui dire derrière que les politiques l'instrumentalisent ou machin. Bon, éventuellement, oui, s'il est, je sais pas, chef de projet à la FNAC, il fera semblant comme les autres de s'en indigner. Mais dans la vraie vie, non, quand on est père de famille et quand on voit ça, on se focalise sur l'information primordiale. Et je pense qu'il y a cette forme de panique, parce qu'avant, ils pouvaient vraiment contrôler l'information, le narratif de A à Z. Aujourd'hui, ils sont débordés. Quand il y avait 6 chaînes et que tous les médias étaient contrôlés... Voilà, ils sont obligés de nous courir après et de dire ils ont dit ça, mais pourquoi, avec des sociologues à petites lunettes qui viennent expliquer pourquoi c'est très grave. Et ils sont vraiment à la ramasse. Et ça se retourne contre eux, d'ailleurs. Patrick Cohen, qui à Crépol, on l'a bien vu. Et on commence à voir le travail journalistique. Patrick Cohen, qui sur l'affaire Crépol avait essayé de créer un nouveau narratif. C'est ça. Où en fait, quand même, Thomas et ses copains étaient quelque part un peu responsables. Et encore une fois, grâce à nous, ça se voit parce qu'on le souligne, on montre à quel point c'est vicieux et manipulateur et dangereux. Et ils sont plus tranquilles, ils ont plus leur petit club fermé. On entre chez eux, on entre de force dans le salon de Monsieur Moyen avec cette autre perspective. En fait, plus on fait de bruit, si on fait du bruit, on va prendre un exemple sur l'affaire de Crépol par exemple. Si on fait vraiment du bordel et que ça remonte un petit peu, que ça traverse, on va dire, la couche des médias mainstream, si ça fait changer d'avis 10 personnes, ces 10 personnes-là vont à leur tour parler à d'autres personnes, etc., qui vont commencer à s'interroger, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance, le fameux combat culturel, c'est vraiment petit bout par petit bout, c'est pour ça qu'il faut jamais rien lâcher. Je prêche pour ma boutique, pour le coup, La Furia, c'est important, parce que c'est vraiment avec des petites réalisations comme ça que, encore que La Furia, c'est pas une petite réalisation, là c'est encore autre chose, parce que c'est un vrai objet. Mais c'est vraiment avec des petites victoires comme ça qu'on gagne, et puis qu'on arrive au bout, quoi. Et il y a d'autres histoires qui ont eu lieu depuis Lola. Il y a eu Philippines aussi, par exemple, qui nous avait beaucoup choqués. Il me semble que je t'avais reçu à l'époque quand Oui. il y avait eu le meurtre de Philippines. Oui. J'ai l'impression qu'on vit quand même dans un jour sans fin de la criminalité, de clandestins en France. Non, mais c'est pas qu'une impression, hein, c'est statistique. Tous les jours, on a des dizaines de coups de couteau et on a des dizaines d'affaires. Et il n'y a pas du tout de raison que ça s'arrête. Hein. Vous avez vu comme moi les chiffres de l'immigration. La France s'acharne à battre des records de délivrance de titres de séjour, d'acceptation de demandes d'asile depuis des années. Elle reçoit même exprès des cas psychiatriques. Ça, quand même, il faut le rappeler. La France délivre des titres de séjour sur des motifs psychiatriques, soi-disant pour soigner. On n'a pas besoin de déglinguer en plus, on en a déjà suffisamment à gérer nous-mêmes pour les importer et après leur prescrire un traitement qu'ils prendront s'ils veulent ou non, parce qu'ils font d'énormes dégâts. L'affaire Lola, et il y en a beaucoup d'autres. Il y a énormément de types qui sont complètement ingérables, qui ont un passif psychiatrique atroce et qui sont lâchés dans nos rues. Et il n'y a pas assez de lits en psychiatrie, et voilà, c'est la pression gauchiste, il faut accueillir, etc. Mais derrière, ça ne suit absolument pas. Et ça ne peut que très mal se passer. Après, voilà, c'est ça qui ouvre les yeux aussi de nos concitoyens, mais c'est dramatique d'en arriver là pour commencer à se réveiller, à réagir.
Je rappelle aux auditeurs qu'il vous reste quelques minutes si vous voulez appeler pour poser une question. On a eu beaucoup de monde au téléphone déjà. C'est au 01 59 58 51 87 code 800 si vous voulez appeler. C'est vraiment, on va bientôt terminer malheureusement parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils ont une censure à aller combattre. Philippines, t'en avais pensé quoi quand t'avais vu encore une histoire, et ça se passait à Paris aussi, dans le 16e arrondissement, dans le bois de Boulogne, à 15 minutes de l'Élysée et de l'Assemblée nationale. J'ai pensé la même chose que j'ai pensé pour Lola, c'est-à-dire un gâchis épouvantable, évidemment, mais comme je le penserai encore pour la suite, hein. C'est-à-dire que il y a cette pauvre, elle a été un petit peu plus âgée que Lola, mais en plus on avait vu les photos, on avait entendu un petit peu parler d'elle, ça va être une fille super. Première de classe, elle allait se marier, c'est ça, marrante comme tout, et puis voilà. Et tout ça parce qu'une fois de plus, ça c'est aussi important de le rappeler, c'est que je suis pas en train de dire que avant l'immigration massive, les meurtres n'existaient pas. On a largement ce qu'il faut comme déglinguer, tu disais, chez nous. Mais pour le coup... c'est des morts facilement évitables. Dans le cas des OQTF, oui. Ouais, parce qu'en c'est des gros, morts qui sont très facilement évitables. Parce qu'en gros, des gamins, des gamines qui se font zigouiller par Robert, qui est complètement allumé, ça existe. Et ça, pour le coup, c'est la faute à pas de chance. Si Robert n'a pas été identifié avant, parce qu'avant la peine de mort, s'il avait été identifié, peut-être qu'il aurait plus de tête. Donc du coup, il n'aurait pas recommencé. Mais bon, si c'est son premier coup, malheureusement, c'est pas de chance, quoi. Par contre, l'autre, donc Dalia Bidul et puis le Marocain qui a tué Philippines, eux, ils étaient repérés comme étant obligés de quitter le territoire français. Ils sont restés là. Enfin bon, on va pas refaire le film, mais tu vois l'idée, c'est-à-dire que c'est vraiment le gâchis, c'est que si l'État avait fonctionné, ils auraient pas dû être là et ces deux filles seraient encore en vie. Et en plus, alors si je peux me permettre, les OQTF, c'est pas du tout la seule. Il y a les OQTF, mais quand on regarde les statistiques, déjà à l'époque Orange Mécanique, il y avait à peu près un tiers des crimes et délits pour les étrangers, un peu moins. Et on nous disait ça en disant oui, d'accord, c'est un peu plus que leur représentation normale, mais bon, voilà, ça reste minoritaire dans l'insécurité. Mais on oubliait soigneusement de nous parler des enfants d'immigrés, ceux qui sont français comme vous et moi, et qui sont issus de cette immigration, en particulier maghrébine et sahélienne. Et on arrivait à l'époque d'Orange Mécanique à 2 tiers des crimes et délits qui étaient commis par des individus qui avaient un passif migratoire de ce style. Donc qu'on nous explique encore que c'est pas un problème, qu'il n'y a aucun rapport avec l'immigration, etc. On dit oui, les crimes ça a toujours existé, ça existera toujours, il y aura toujours les forcenés, les machins, les tueurs en série, les déglingués, il y en a toujours. Mais l'évolution, l'explosion de l'ultra-violence en France, elle est complètement liée à cette immigration de quantité. Et plus l'immigration continue, plus pire ce sera. Et pour les prisons, alors déjà, il y a une surcriminalité des étrangers qui est statistiquement, qui crève les yeux. Il y a en France 8% officiellement d'étrangers. Ils représentent 25% de la population carcérale. Bon, déjà, fin de l'histoire, les étrangers commettent beaucoup plus de crimes que les Français. Deuxièmement, sur l'immigration, effectivement, nous, chez Frontières, on avait publié l'origine des patronymes de la prison de Fresnes. Je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque. Et on avait utilisé la méthode Jérôme Fourquet pour calculer le nombre de personnes apparentées musulmanes et apparentées extra-européennes. Donc, on avait 53% des prénoms des détenus qui sont de tradition musulmane à la prison de Fresnes et 64,9% des patronymes qui sont d'origine extra-européenne. Oui, c'est ça. Voilà. On avait eu accès en fait aux fichiers parce qu'on est un média et on est des journalistes et qu'on a eu accès aux fichiers des prévenus de Fresnes, ça crève les yeux. En plus, tout le monde le sait. En vrai, les politiques le savent. D'ailleurs, la nouvelle ligne de LFI n'est plus de dire que c'est pas vrai. C'est de dire que c'est parce qu'ils sont, parce qu'ils sont racisés qu'ils vont plus en prison. Ce travail de base journalistique n'a jamais été fait. À l'époque Orange Mécanique, encore une fois, on niait ce que je disais. Et les sociologues, les chercheurs qui avaient essayé de le faire, de suggérer, je me rappelle Hugues Lagrange à l'époque, des gars comme ça, avaient essayé de suggérer que peut-être il y avait un problème aussi sur les générations antérieures, se faisaient vraiment lapider en public, médiatiquement. Leur carrière s'arrêtait. Parce que quand vous êtes chercheur au CNRS, évidemment, si vous avez une telle publicité, c'est fini pour vous. Donc plus personne n'osait dire ça. Et ce tabou énorme est dû à l'antiracisme. L'antiracisme est un levier de censure du réel hallucinant, un complice du crime. Je ne me lasserai jamais de le rappeler. C'est à cause de l'antiracisme qu'il y a eu toutes ces victimes, qu'on a toujours nié le problème de l'immigration et de l'insécurité. Et ça va pas s'améliorer dans le temps. Si, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, du coup, là.
Moi, je sais que ça va tourner. Si tu dis que ça va pas s'améliorer, si, ça s'améliorera. Mais malheureusement, il faut en passer. Tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit par éducation, par déni ou par désintérêt, qui n'ont pas encore les yeux bien ouverts sur leur situation. Et c'est épouvantable à dire, mais il va falloir de plus en plus de drames pour que petit à petit ça commence à rentrer, quoi. Puis l'inertie de la machine est énorme, c'est-à-dire les titres de séjour, etc. L'administration, elle n'a pas de gouvernement, elle fonctionne très bien sans ça, hein. Elle délivre les trucs, il n'y a pas de problème. Oui, ça tourne. Le nombre de visas ne diminue jamais. On peut avoir un Bruno Retailleau très dur à l'intérieur, il n'y a rien qui change. C'est pas BHL qui donne des coups de fil, hein. Les gars, ils donnent les tampons eux-mêmes. Enfin, c'est ça aussi. Il faut leur retirer le tampon des mains, là. Voilà, il faut le mettre hors d'état de nuire, cet état. Et malheureusement, pour le moment, c'est pas le cas. Déjà, on va se battre pour pas que la Furia disparaisse. Abonnez-vous à la Furia, allez sur le site lafuria.fr. L'État m'a censuré, mais pas encore tué, et on veut pas que la Furia disparaisse. C'est un très bon magazine de caricature à la Harakiri comme à l'époque. Pas trop à la Charlie Hebdo, bizarrement. J'arrive pas à faire le rapprochement entre Charlie Hebdo et la Furia. Non, c'est vrai, oui. Je le fais beaucoup plus avec Harakiri, du professeur Choron, que tu regardais quand tu étais plus jeune, peut-être. Bien sûr, oui, évidemment. Oui. Et donc, suivez la Furia. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Ah, j'ai raté un appel. Désolé, c'est trop tard. C'est trop tard. On va lancer une courte page de publicité et on va revenir sur l'application Frontière et sur le site internet Frontière. On va couper YouTube, Twitter. Je vais avoir Lola de Luder qui va être là et je vais avoir Lino Delacroix qui va me rejoindre. Je remercie Laurent Oberton. C'est quand le prochain bouquin ? Le 30 octobre. Le 30 octobre. C'est tout proche. Et il s'appellera comment ? Je ne le dirai pas. D'accord. Mais tu viendras en parler chez nous. Avec grand plaisir. Et Marceau, c'est quand la prochaine BD ? Tu m'as dit début 2026 ? Printemps 2026. Ouais. D'accord. Et tu as fait une réédition récemment ? Oui, j'ai fait 2 rééditions. Une réédition avec Papacito de FDP de la mode, une édition augmentée, et une réédition fidèle à l'original de Bordel de Dieu. Je crois que c'était mon 8 ou 9e album. Ouais. Donc on peut retrouver sur le site de Magnus en librairie pour le coup. Et en librairie. Ouais. Ok. Plus sur le site de Magnus qu'en librairie. Mais... Ça dépend de la librairie. Ça dépend des librairies. Ils peuvent la commander en librairie ? Oui, bien sûr, sans arriver, bonjour, je voudrais la BD de Marceau et le mec il dit jamais de la vie, allez vous faire voir, ça leur dure. Je crois qu'ils ont l'obligation de commander, non ? Oui, il faut demander en plus à la vendeuse à cheveux bleus si possible. Histoire de bien la rendre folle. Plaisir. Merci beaucoup, merci à tous. Donc comme je disais, la Furia, le nouveau numéro est sorti. Il est disponible dans certains kiosques, mais le plus important, c'est de vous abonner pour soutenir la Furia, nos amis de la Furia. Radio Frontière, 24h sur 24, 7 jours sur 7.